privilège d'ouvrir le bal. Bon, ce n'est pas forcément la position la plus avantageuse et confortable. D'abord, pour vous dire, Monsieur le Président, que nous partageons l'essentiel de votre propos sur Mayotte, mais quand même, il faut, tout en exprimant notre solidarité, rappeler que c'est donc Mayotte, le 101e département français, qui a été malheureusement abandonné par l'État depuis de très nombreuses années. Pour preuve, 70% de la population mahoraise survit en dessous du seuil de pauvreté, le chômage est au plus haut. Jusqu'à l'heure, et c'est encore accentué aujourd'hui avec le passage de la tornade, beaucoup n'avaient pas accès à l'eau potable et que aussi il y avait le choléra. Et pour faire un peu d'histoire, c'est ce que nous avons regardé dans le groupe, c'est en 1848 que l'île a été cédée par son dernier sultan en échange de sa protection au royaume français sur Louis-Philippe Ier. Et on voit bien que ce qui avait été décidé à l'époque n'a pas été tenu. Parce que ce territoire, pour ce qui nous concerne, dit qu'il a été laissé à l'abandon par la République et à l'abandon par les pouvoirs publics. Quelques mots sur la situation politique. On en vient à se demander s'il y a réellement un pilote dans l'avion ou si tout simplement l'actuel locataire de l'Élysée ne se croit pas revenu quelques siècles en arrière au bon vieux temps des monarques faisant fi de la démocratie. Je rappelle, 70 jours pour trouver un premier gouvernement et avec quelques résultats et la nomination d'un nouveau Premier ministre depuis la fin de la semaine dernière. Et on peut dire que ce nouveau Premier ministre, il entame de la meilleure des façons sa responsabilité avec tout ce qui a pu être écrit dans la presse et tout ce qui a pu être son comportement, notamment en début de semaine dernière. Notre pays, la France des Lumières, ne s'est pas éteint à ce point pour ainsi voir la faillite de l'État. Cette situation est le symbole de l'émiettement de l'État dans les politiques publiques. Un État incapable de répondre aux urgences sociales, aux urgences climatiques, aux urgences et nécessités démocratiques. J'ai sûrement, comme beaucoup d'entre vous ici, regardé, écouté, observé les paroles, les réflexions, les colères, les silences des citoyens, des travailleurs, de celles et ceux qui se lèvent le matin de bonne heure, de celles et ceux qui sont les producteurs de richesses dans notre pays. Et j'ai trouvé une constance chez eux, qui les rassemblait, ou qu'elle soit d'un côté ou de l'autre, le ras-le-bol se renforce, bref, il y en a marre de tous les côtés. Ces oppositions exacerbées permettent à quelques-uns de souffler sur les braises et ainsi d'accentuer et rendre encore plus palpables les violences et les replis. Il y a d'un côté cette opulence où l'argent coule à flot et de l'autre les difficultés grandissantes rejetant un pan de plus en plus nombreux de la population dans la peur des lendemains. La théorie du ruissellement, promis pour le plus grand nombre, s'est ainsi transformée en enrichissement pour quelques-uns. Toutes les études, tous les économistes, de quelque bord qu'ils soient, sont toutes et tous d'accord sur ce constat. Plus gros est le mensonge, plus il a des chances d'être cru. Tout comme il est faux de faire croire que c'est le budget de l'État qui a été sanctionné par la motion de censure votée majoritairement par les députés. Tout cela, pour nous, est de la manipulation. C'est le 49.3 sur le budget de la sécurité sociale. Le futur budget 2025 était en cours de discussion au Sénat. Donc c'est bien le budget de la sécurité sociale qui est passé en 49.3 et qui a fait l'objet du dépôt d'une motion de censure qui a été votée majoritairement par les députés. Je rappelle quand même quelques contenus du budget de la sécurité sociale. C'était le déremboursement en cascade sur les médicaments, un déremboursement sur les consultations, une imposition de la CSG pour les apprentis, la mise en place d'une taxe lapin, et c'était 200 millions en moins d'euros pour les hôpitaux, avec, bien évidemment, les jours de carence pour celles et ceux qui, pour certains, ne travailleraient pas, les fonctionnaires, et ça, c'était parfaitement inacceptable. Je nous rappelle déjà que dans ce contexte, 3 millions de personnes n'ont pas de mutuelle aujourd'hui, et que 6 personnes sur 10 en France disent renoncer à se soigner. Voilà ce qui a fait la censure du gouvernement. Il ne faut pas se tromper de débat là-dessus. C'est une réalité. C'est le budget de sécurité sociale. Madame Requena, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Dans ce contexte, comment ne pas parler de l'aspect social et des vagues de licenciements annoncées en premier lieu par les grands groupes qui ont pour certains bénéficié ces dernières années des largesses du ruissellement? Faut-il rappeler que les soi-disant Mozart de la finance ont mis notre pays dans une situation complexe
dû essentiellement à des choix de ne pas aller chercher des recettes dans les poches des milliardaires, des plus riches, laissant le capital usé de tous ses savoir-faire, pas de taxation des profits, l'évasion fiscale, les paradis fiscaux, je ne développe pas. Ainsi, celles et ceux qui ne sont en rien responsables de la situation devraient être les cochons de payeurs. Cela, nous ne l'acceptons pas et cela est inacceptable. Décidément, comme certains l'ont dit en début d'année 2024, on marche sur la tête. La note pour le monde du travail sera lourde. Près de 3000 suppressions d'emplois sont annoncées dans les PME, TPE de notre région. Des emplois publics vont être supprimés, comme par exemple à l'hôpital de Dax, la Poste, la SNCF, Fret. Même des fleurons de notre région vont en faire les frais. Je pense à Rouget, en Dordogne, propriété de la grande coopérative Euralis à Sarlat, sur un territoire qui a été déjà touché avec les licenciements dans les papeteries de Condat. Les grands groupes Thales et Airbus ne sont pas non plus épargnés. Tout le secteur de l'agroalimentaire est aussi touché, puisque 2024 sera une nouvelle fois année noire pour les producteurs et pour les paysans, avec l'annonce de la réduction de leurs déjà faibles revenus, avec comme cause principale de mauvaises récoltes et une baisse des prix de vente. Et aussi un contexte lié à l'opposition à l'accord du libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. D'où l'inquiétude de nombreuses filières de ne pas être sur un pied d'égalité de normes sanitaires, sociales et économiques. Inquiétude également dans la filière cognac, pour maintenir et préserver l'AOC cognac. Des mobilisations importantes à l'initiative des organisations syndicales et des acteurs territoriaux de cette filière ont non seulement dénoncé les tentatives de contourner les savoir-faire actuels, mais aussi de demander d'inscrire une obligation d'embouteillage sur le territoire pour continuer à bénéficier de l'AOC. Nous devons de les soutenir et d'appuyer ces demandes. Nous voyons bien sur le territoire que les inquiétudes sont grandes. Des appels sont lancés, des silences peuvent nous interpeller. Une colère sourde se fait jour. Ces appels sont les colères des personnels dans les métiers des soins, comme à Mont-de-Marsan où on inaugure un hôpital sans personnel pour le faire fonctionner. C'est une réalité. Les cheminots et usagers qui manifestent contre le démantèlement du fret ferroviaire et le manque de moyens pour assurer le service public. Les étudiants qui sont privés de moyens pour leurs études. Les agriculteurs qui se mobilisent pour demander la mise en œuvre des engagements du printemps de la part du gouvernement, et la liste pourrait être longue. Bien sûr, l'institution régionale n'est nullement responsable de cet état des faits. Malgré cela, les élus, c'est du moins notre volonté, savons et devons être à l'écoute. Nous l'avons vu pour la MIE. Cela a été salué par la profession, tout comme nous savons répondre à des urgences. Je pourrais citer nos interventions d'urgence pour la vallée d'Aspe, pour les inondations en Charente et en Vienne, ainsi que pour les solidarités nationales et internationales. Dans ce contexte d'incertitude, tant politique que sociale, c'est dans ce contexte d'incertitude tant politique que sociale que nous avons construit le budget régional 2025. Un budget, et nul ne pourra le contester, préparé dans la transparence financière et démocratiquement. Un budget effectivement protecteur, comme il est écrit, mais aussi prévenant et sur certains aspects bienveillant. Il n'en reste pas moins qu'au regard des besoins et attentes, il y aura quelques frustrations, des mécontentements, des insatisfactions. Mais néanmoins, nous allons rester dans le droit fil de nos choix politiques. J'entends déjà quelques esprits chagrins nous dire « oui, il manque cela » ou « vous ne devriez pas faire cela ». Je me plais à nous rappeler que nous sommes placés depuis de très nombreuses années sous tutelle de l'État et que nous subissons ces choix. Nous vivons au gré des dotations. Nous n'avons aucune latitude budgétaire et financière. Et est venue se rajouter cette année la cure d'austérité promise par le feu gouvernement Barnier. Cure d'austérité contestée par la quasi-totalité des élus et des associations d'élus. Nous le savons, souvent les collectivités servent d'amortisseur social et pallient les carences et des engagements de l'État. Et ce n'est pas comme le proposent ici quelques élus, notamment du Rassemblement national, en rognant sur les indemnités des élus, proposition complètement hors sol, quand des élus quittent leur emploi pour assumer leur mandat et également en s'attaquant à la démocratie avec une baisse des dépenses que nous devrions faire sur le Césaire, que cela va s'arranger. C'est une attaque sans précédent sur la démocratie et on voit bien une nouvelle fois que le masque tombe sur ce parti politique. Tout cela est désolant, mais montre au grand jour quelles sont les volontés et envies de ce parti. Plutôt que de sanctionner et de faire payer au prix fort aux collectivités les erreurs de leur choix, l'État et le gouvernement seraient bien inspirés de travailler un nouvel acte de la décentralisation
on vous rejoint, Monsieur le Président, ainsi qu'à une nouvelle autonomie financière pour celle-ci. Nous le voyons bien, si nous voulons répondre à nos responsabilités, aux demandes des territoires, qu'il y a besoin d'une révolution institutionnelle dans notre pays. Il ne pourra y avoir de changement profond que si nous disposons de marges financières adéquates qui passent par une réforme profonde de la fiscalité. Une fiscalité juste, faisant appel à tous les revenus du travail et financier, et aussi par une démocratie renouvelée, clarifiant les compétences des uns et des autres. Merci de votre attention.